Pour le groupe paramilitaire russe Wagner, il y a eu un avant et un après la mort d'Evgeny Prigojine. N'en déplaise à certains, on va partir du principe que c'est bien Poutine qui l'a fait assassiner et on va comprendre pourquoi dans cette vidéo. Alors évidemment, sa mutinerie avortée de juin dernier lui a été fatale, pas qu'à lui d'ailleurs, mais à tout le haut commandement de Wagner, dont Dimitri Oudkin, l'un des fondateurs de l'organisation. Aujourd'hui, la société militaire privée est orpheline. Du coup, il y a plein de questions qui se posent sur son avenir. Que vont devenir les milliers de mercenaires déployés en Afrique ou réfugiés en Biélorussie? Mais maintenant que le choc initial est passé, on commence à y voir plus clair. Des sociétés militaires privées russes décident de reprendre les combattants Wagner. En fait, le Kremlin a tout intérêt à maintenir les liens cordiaux qu'a tissé Prigojine avec les chefs d'État et les seigneurs de guerre africains. En plus, la nature, elle a horreur du vide. C'est pourquoi tous les autres groupes russes de mercenaires se disputent la carcasse de l'empire Prigojine. La seule condition ? D'excellentes relations avec le ministère de la Défense et les services de renseignement, ce qui n'est pas une mince affaire. Sauf qu'ils ne jouent pas à armes égales. Parmi tous ces groupes, il y en a un en particulier qui se démarque du lot. Et alors que celui-ci se bat pour garantir son autonomie par rapport au Kremlin, le groupe Wagner, lui, essaye toujours de garder la tête hors de l'eau. De quoi on vous parle ? Va falloir regarder la vidéo jusqu'au bout. On démarre par le chapitre Histoire. La méthode Wagner. Tout a commencé en Ukraine il y a presque une décennie. On peut remonter la trace de Wagner à mars 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Sauf qu'à l'époque, l'implication de la Russie était plus subtile. On avait vu surgir de nulle part des hommes armés, en uniforme, mais sans insigne. On était censé croire qu'ils étaient des partisans de la cause russe, des séparatistes, des civils qui avaient pris les armes parce qu'ils ne voulaient plus être ukrainiens, mais russes. La presse les surnommait les petits hommes verts. Même leur sens de la discipline était admiré. On aurait même pu croire qu'ils étaient un peu trop disciplinés, comme s'ils étaient des membres d'un commando spetsnaz, du renseignement militaire ou de l'armée. Et il y avait peut-être bien les premiers mercenaires de la milice Wagner, tout récemment créés. En gros, un mélange d'espions et de soldats, mais qu'on ne pouvait pas lier directement au Kremlin. C'est le fameux principe du déni plausible. Surtout qu'en plus, pour ajouter encore un peu plus de complexité à l'ensemble, faut savoir que la constitution russe interdit la création de milices paramilitaires privées. Ça n'empêche que le Kremlin est bien conscient de l'intérêt géostratégique de ces groupes de mercenariat. En fait, il s'est inspiré des pratiques du Pentagone avec des groupes comme Blackwater qui sont intervenus en Irak dans les années 2000 pour le compte de l'armée US. À travers ces sociétés militaires privées, les SMP, la Russie peut intervenir sur des théâtres d'opérations qui lui sont normalement restreints. Si les choses venaient à tourner mal, Moscou peut alors nier son implication. Par exemple, en cas de crime de guerre ou d'atteinte manifeste aux droits de l'homme. Finalement, en cas de bavure, n'importe quel État qui a recours à des SMP peut évader ses responsabilités et n'a pas à dédommager les victimes et leurs familles. Alors vous vous doutez bien que cette loi n'a jamais constitué un obstacle pour le Kremlin. Le régime ne peut pas contourner la loi, mais il pouvait tolérer la création d'une SMP par un prête-nom. Un oligarque par exemple, qui pourrait se servir de ses affaires perso pour créer une façade légale pour les activités du groupe, genre du conseil en sécurité. Mais derrière, il pouvait enchaîner les opérations illicites. Bon, cet homme de paille, c'est devenu assez rapidement évident aux yeux du Kremlin que ça serait Evgeny Prigojine, un ami personnel de Vladimir Poutine, un restaurateur qu'on surnommait le chef du président. Bref, après l'émergence de Wagner en Crimée, on a commencé à observer des preuves de ses activités dans le Donbass et en Syrie. En fait, les mercenaires de Prigojine ont joué un rôle de premier plan dans la guerre séparatiste du Donbass qui a éclaté dans la foulée de l'annexion de la Crimée. Puis en 2015, des rapports ont fait état de l'implication de mercenaires russes en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, aux côtés de l'armée russe. Sauf que celle-ci, elle s'occupait plutôt de la couverture aérienne. D'ailleurs, les renseignements étrangers ont déterminé que Wagner avait pour la première fois offert ses services de mercenariat contre une rémunération en matière première. En l'occurrence, contre 25% des revenus tirés de l'activité pétrogazière dans les territoires sous contrôle de l'organisation État islamique, une région pour laquelle Wagner avait été engagé pour la reconquérir. Ceci dit, le gros des activités de cette SMP se concentre en Afrique. C'est là que Wagner a mis au point sa méthode. Après ses réalisations en Ukraine et en Syrie, le Kremlin a décelé le potentiel que des groupes comme Wagner représentaient pour sa propre politique étrangère. Le premier contrat de Wagner sur le continent africain a été de former, d'équiper et de renseigner les troupes du général Khalifa Haftar qui mène une rébellion en Libye
contre le régime de Tripoli, celui qui est reconnu par la communauté internationale. En échange, les mercenaires russes ont réclamé un accès au gaz et au pétrole libyen. Depuis, le groupe russe, il a tissé sa toile dans une douzaine de pays africains. Son business model, il repose sur 3 pierres angulaires. La première, c'est de garantir un service de sécurité aux chefs d'État en formant leurs troupes. Certains des vétérans de Wagner sont d'anciens soldats qui ont combattu en Afghanistan dans les années 80 et en Tchétchénie en 99. Du coup, cette expérience de terrain, ça a beaucoup de valeur aux yeux de la clientèle. Ensuite, Wagner propose son conseil pour les questions politiques internes, notamment grâce à des communicants experts en propagande, mais aussi à ses fermes à trolls pour discréditer l'opposition et désinformer la population et encenser le pouvoir en place. L'un des exemples les plus frappants, c'est celui-ci. 2022, Mali. L'armée annonce la découverte d'un charnier que la France attribue à des mercenaires russes. L'armée française a affirmé avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi. D'après l'état-major, cette manœuvre a pour but d'accuser les Français, en pleine retraite du pays, d'avoir laissé un charnier derrière eux. Wagner est même allé jusqu'à créer de faux groupes d'observateurs pour surveiller le bon déroulement de certains processus électoraux. Il y a par exemple l'association Afrique, qui a supervisé les scrutins au Zimbabwe, à Madagascar, au Congo, en Afrique du Sud, au Mozambique et dans d'autres pays. Finalement, Wagner propose d'être payé non pas en cash, mais à partir des ressources naturelles du pays hôte. Gaz, diamants, pétrole, or, etc. Tout ce qui a de la valeur quoi. Mais parmi tous les pays où l'organisation paramilitaire s'est implantée, il y en a un où son influence dépasse le reste. On pense à la République centrafricaine. Son président actuel, Faustin Archange Touadéra, avait été le premier ministre du pays entre 2008 et 2013, date à laquelle il a été évincé. En 2016, il remporte les élections présidentielles, mais traumatisé par son limogeage, il s'assure que cette fois-ci, le pouvoir ne lui échappera plus. C'est comme ça qu'en 2018, la RCA et le Kremlin ont finalisé plusieurs accords bilatéraux de défense. La Russie soutiendrait militairement Bangui en échange de concessions minières. Puis, Valéry Sakharov, un ancien officier du renseignement militaire, devient le conseiller à la sécurité nationale de Faustin Archange Touadéra. Le président engage aussi des mercenaires de Wagner pour compléter sa propre garde personnelle. On estime que jusqu'à 2600 mercenaires de Wagner ont été déployés pour lutter contre les groupes rebelles qui sévissent en RCA. Aujourd'hui, l'influence russe a atteint un niveau stratosphérique. La langue russe deviendra une matière obligatoire dans les universités centrafricaines. Malheureusement pour la République centrafricaine, l'un des pays les plus pauvres au monde, l'influence russe ne se limite pas à sa composante culturelle. La RCA a aussi mis à disposition de Wagner ses sites d'extraction de matières premières. Est-ce que vous avez une idée d'à quel point c'est rentable le mercenariat en Afrique? Vous allez voir. Les lingots d'or de Moscou. Que Vladimir Poutine décide d'éliminer Prigojine, c'est une chose, mais qu'il renonce au fonds de commerce que Wagner a mis des années à construire en Afrique, faut pas rêver non plus. L'Afrique est un élément central de la stratégie de politique étrangère du Kremlin. Grâce aux pays africains, la Russie parvient à atténuer cette image de pays isolés, d'États parias. Oui, parce que l'Asie centrale, l'Europe de l'Est, elles essaient toutes les deux de s'extraire de l'influence du Kremlin. On t'en parle dans cette vidéo par exemple. Donc, si tu veux regarder le même genre de contenu, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu dès que la prochaine vidéo sortira. Bref. À la fin juillet, Poutine décide d'organiser à Saint-Pétersbourg le deuxième sommet Russie-Afrique, auquel se sont rendus une vingtaine de chefs d'État africains. Succès mitigé, le premier sommet de 2019 avait accueilli près du double de chefs d'État. Après, rappelez-vous qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, chacun de ces pays a le droit de vote. Donc ça fait partie du lobbying de la Russie pour garantir le soutien moral d'une partie de la communauté internationale. En tout cas, tout ça, c'est en grande partie grâce à la présence de Wagner en Afrique, une organisation qui œuvre activement pour diffuser des discours anti-occidentaux et pour orienter ou accélérer le rejet par les populations d'Afrique subsaharienne de l'ancienne puissance coloniale, la France. Ces relations privilégiées que Prigojine a nouées avec certains seigneurs de guerre, elles peuvent être très utiles au Kremlin. Et puis il faut pas oublier que même si leur chef est mort, les mercenaires de Wagner ont encore des opérations en cours sur le terrain. Des opérations qui leur permettent de gagner un paquet de pognon. Bref, derrière le maintien de Wagner en Afrique, il y a aussi de très gros intérêts économiques. Par exemple, la Centrafrique a
accordé des concessions d'or et de diamants à Midas Resources, entre autres, une société liée au groupe Wagner. Parmi les actifs de la boîte figure la mine de Ndasema. Elle vaudrait plus d'1 milliard de dollars et les Russes ont prévu de l'exploiter pour les prochaines 25 années. Il y a aussi une autre entreprise du groupe Wagner, la société Bois Rouge, qui a obtenu l'autorisation d'abattre plusieurs forêts vierges. Décidément, Wagner touche à tout, même à l'industrie du bois. En fait, la SMP possède une nébuleuse constituée de centaines de sociétés écrans. Elles sont indispensables au groupe pour mener ses activités en Afrique, mais surtout, elles sont très utiles au Kremlin pour renforcer ses alliances sur le continent. Alors pourquoi la Russie se préoccupe tant de son influence dans la région? Au-delà de projeter une image de force et d'unité comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a aussi une composante financière. Comme le pays est visé par plusieurs sanctions économiques, le Kremlin cherche des alternatives pour les éluder. Et l'une des méthodes qu'il a trouvées, c'est le négoce de l'or. Parmi les pays qui ont d'importantes mines d'or, il y a notamment la République centrafricaine et le Soudan, dont on te parle dans cette vidéo. Donc, l'or que Wagner extrait des mines soudanaises et centrafricaines, il part à Moscou en faisant escale par les Émirats Arabes Unis. C'est l'une des méthodes que le Kremlin a trouvées pour contourner les sanctions occidentales. D'après la Banque centrale de Russie, les dépôts d'or ont nettement augmenté en 2022, une hausse qui a continué en 2023 pour atteindre un niveau record. Les réserves d'or de la Russie ont plus que doublé en une décennie. Et d'après un rapport parlementaire britannique, une partie de cet or est issue de la contrebande. Rien de très étonnant en soi quand on parle de la Russie. En attendant, Wagner continue de faire ses preuves en démontrant que le groupe est indispensable au bon fonctionnement de l'économie russe. Allez, un exemple concret pour la route, le Mali, qui a connu 2 coups d'État en même pas un an, en 2020 et en 2021. C'est bien une junte militaire qui est aujourd'hui au pouvoir. Il semblerait, selon plusieurs sources, que la société paramilitaire touche mensuellement près de 10 millions d'euros de redevances. C'est énorme pour un pays comme le Mali, surtout qu'ils n'ont pas forcément le cash, dont ça passe par des concessions minières. Eux en retour, ils doivent lutter contre les groupes djihadistes associés à Daesh ou à Al-Qaïda, d'où la présence de 1600 mercenaires russes sur le sol malien. Ils sont si forts que la junte militaire malienne a exigé le départ à la fois des troupes françaises et des 13 000 casques bleus de l'ONU. Leurs remplaçants, ils l'ont déjà choisi. L'ONU met fin à sa mission de maintien de la paix au Mali. Le groupe Wagner prêt à combler le vide. Sauf qu'un rapport des Nations Unies fait déjà état de plusieurs massacres, dont un au mois de mars 2022, au cours duquel ont été assassinés près de 500 civils par l'armée malienne et les mercenaires russes. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'action de Wagner au Mali, le quotidien Le Monde a réalisé une super enquête sur le sujet. Enquête. Un an après la fin de Barkhane au Mali, le lourd bilan du groupe Wagner. Les images satellites et les documents analysés par Le Monde montrent l'échec actuel des mercenaires russes du groupe Wagner, qui s'illustre surtout par leur exaction. Or, c'est bien connu, le scrutin par la communauté internationale a tendance à agacer les dictatures qui souhaitent mener leurs petites affaires sans rendre de compte à personne. C'est vrai pour les régimes illibéraux d'Afrique et encore plus vrai pour la Russie. En fait, dans certains cas, les régimes préfèrent faire affaire avec le groupe paramilitaire qu'avec le Kremlin. Wagner sert en quelque sorte de fusible. Même Poutine a dû s'en rendre compte quand la mobilisation partielle qu'il a décrétée pour renforcer son armée en Ukraine a provoqué des remous au sein de la population civile. Wagner était une meilleure alternative, par exemple pour recruter des criminels de droit commun contre la promesse de la liberté anticipée. Ça permettait à Poutine de préserver autant que possible son capital sympathie. Sauf que la mutinerie de Prigojine a été si dévastatrice pour la crédibilité politique de Poutine qu'il a été forcé de reconnaître après toutes ces années que le travail que Wagner effectuait dans l'ombre était en réalité une création de l'État russe. Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. С мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей.
On parle de plus de 800 millions d'euros en une seule année. Ça fait beaucoup de thunes quand même. Après, ça faisait longtemps que le Kremlin avait identifié le risque que représentait l'ambition dévorante de Prigojine. C'est la gestion de cette menace de son vivant qui a été problématique. Maintenant qu'il est plus dans le paysage, ça devrait être raisonnablement simple pour Moscou de dissoudre la structure de Wagner en la répartissant entre les différents oligarques proches du Kremlin. Alors ces héros élus, qui sont-ils et que vont faire les héritiers de Prigojine? Vont-ils accepter le démantèlement du groupe sans broncher? On va regarder ça. Les crépuscules des faiseurs des rois. Le 23 août, le sort du groupe Wagner est définitivement scellé. À bord du vol qui s'est crashé, le haut commandement de l'organisation Evgeny Prigojine, son bras droit Dimitri Utkin et Valery Tchekhalov, le respo logistique. Si Prigojine n'avait pas fait preuve d'insubordination, peut-être que l'histoire aurait été différente. Le fait est que la séquence des événements a suivi un ordre très précis. La tentative du coup d'état a eu lieu du 23 au 24 juin. Mais comme on le sait tous, elle a raté parce que Prigojine a préféré passer un accord avec Poutine par l'intermédiaire de Loukachenko. Le 29, quelques jours après, lors d'une réunion au Kremlin, Poutine aurait suggéré que l'ex-colonel Andrei Trochev, qui était le chef de cabinet de Wagner, en prenne la direction. Prigojine aurait refusé et choisi d'emmener ses mercenaires avec lui en Biélorussie. On ne dit pas non au tsar, c'est bien connu. L'affront du refus était d'autant plus grave que pour ajouter à l'insulte faite à Poutine, Prigojine a carrément limogé Trochev. Le groupe Wagner a licencié l'un de ses 5 dirigeants, un ancien colonel de l'armée russe. Alors, pourquoi Trochev? Tout simplement parce qu'il aurait refusé de prendre part à la tentative de putsch et qu'il aurait même prévenu le Kremlin des intentions de Prigojine. Alors Trochev, c'est qui? On est d'accord, c'est probablement la première fois que vous entendez ce nom. Et bah déjà, c'est justement un vétéran des guerres que l'URSS a menées en Afghanistan, puis la Russie en Tchétchénie. Il rejoint Wagner en étant directement propulsé à un poste à responsabilité en Syrie, où il aurait été le bras droit de Prigojine. Pour remercier sa loyauté envers le régime, pour avoir dénoncé les intentions de Prigojine, Poutine voulait le récompenser en lui cédant la direction de Wagner. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Prigo s'y est opposé. Mais si l'info a été rendue publique par le Kremlin, c'est hautement probable que les apparatchiks ont déterminé que c'était dans leur intérêt. Donc c'est pas si étonnant que ça que Poutine juge que désigner le prochain leader de Wagner fait partie de ses prérogatives, étant donné que c'est l'État russe qui aurait tout manigancé depuis le début, et financé toutes les activités du groupe au passage. On pourrait donc imputer à l'État russe, au régime, la responsabilité des massacres commis par Wagner, comme celui de Boutcha début 2022. Pour éviter ça, et aussi pour préserver ses relations indirectes avec les régimes illibéraux d'Afrique noire, on pense que le Kremlin va plutôt privilégier une solution qui consisterait à se rapprocher de ce qui faisait l'ADN de la milice paramilitaire à ses débuts. Alors pourquoi est-ce que les régimes africains qui ont eu recours au service de mercenariat préfèrent justement cette formule? C'est tout bêtement une question de crédibilité politique. Le recours à une société de mercenariat, c'est donner l'illusion qu'on garde le contrôle sur les affaires internes du pays. Faire appel à l'intervention directe d'une puissance étrangère, ça donne plutôt l'impression d'un régime faible, qui n'est pas en mesure de faire respecter l'ordre et la loi. Typiquement ce qu'on reproche à la France, qu'on accuse d'ingérence parce qu'elle a son armée déployée sur le terrain. Donc pour continuer à tirer profit du déni plausible et pour poursuivre ses opérations plus ou moins licites, le Kremlin a tout intérêt à maintenir le cap avec le maintien de structures paramilitaires sous les ordres de bons et loyaux serviteurs de Poutine. Les mercenaires sous la bannière de Wagner seront sûrement incorporés aux effectifs de plusieurs SMP ayant des relations plus ou moins étroites avec le ministère russe de la Défense. C'est pour ça que la carte du colonel Trochev redevient une option intéressante. Mais pas comme Poutine l'avait imaginé dans un premier temps. Il aurait été recruté par un nouvel acteur des SMP. Wagner dehors, Redoute entrant. Une nouvelle société militaire privée se développe-t-elle en Russie sous les contrôles directs du Kremlin? Alors, pour les non-initiés, Redoute a gagné ses galons en garantissant la sécurité sur des projets d'infrastructure en Syrie du groupe Stroy Transgaz. Cette boîte, c'est une société d'ingénierie construction dans le milieu pétrogazier qui appartient au groupe Volga,
propriété de l'oligarque Gennady Timchenko. Or, après avoir embauché Trochev, Redout a aussi essayé de recruter des vétérans de la guerre d'Ukraine de chez Wagner pour les incorporer à ses propres effectifs. On ne devrait pas tarder à entendre parler de l'implantation des activités du groupe Redout en Afrique. En juin, un membre du gouvernement centrafricain avait fait une déclaration à l'AFP qui allait dans ce sens. La République centrafricaine a signé un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner. La Russie a sous-traité avec Wagner. Si la Russie n'est plus d'accord avec Wagner, alors elle nous enverra un nouveau contingent. Fidel Guanchika, ministre et conseiller spécial du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. En remplaçant Wagner par Redout, Moscou peut garder le contrôle sur les mines et les ressources naturelles de la RCA. Sauf qu'on n'est pas sûr que le groupe Wagner va se laisser faire. On compte dans ses rangs d'irréductibles partisans de Prigojine qui souhaitent venger sa mort. Et ils ont élu un nouveau chef. Le nouveau chef de guerre du groupe Wagner révélé, avec la relève par Lotus en tant que mercenaire en chef. Lotus, c'est le nom de code d'Anton Yelisarov, à qui on attribue la prise de Soledar. Il aurait accompagné Prigojine sur plusieurs théâtres d'opération, notamment la Syrie et l'Ukraine. Après, faut être réaliste, s'il faut choisir entre tenir tête à Poutine pour venger leur chef et leur propre survie, on parie que la plupart des mercenaires de Wagner préféreront rentrer dans le rang et baisser le regard. Changement de décor, retour à Paris. On en profite pour rajouter une info de dernière minute. Si Trochev est passé chez Redout, celui qui dirige aujourd'hui les opérations de Wagner en Afrique, c'est ce bonhomme. Et petit fun fact, d'après France Info, Dimitri City aurait fait une partie de sa scolarité à la Schema Business School en France. Paix, ton école de commerce. Pas mal comme cursus universitaire, non ? Diplôme seigneur de guerre. Allez, on revient au format original. Voilà, on a fait le tour de la question. Maintenant, à toi, la SMP Redout va-t-elle réussir à construire un empire aussi vaste que celui de Wagner ? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, fais-la tourner et surtout abonne-toi et mets un pouce bleu. Merci et à très vite. Tchuss.